J'ai lu beaucoup de textes où vous vous énervez contre l'infantilisation de la société, et notamment les gens qui font de la trottinette électrique. Oui, mais même pas électrique, trottinette du coup. Ça vous énerve les adultes en trottinette? Oui, parce que je ne suis pas d'accord avec Zemmour quand il dit qu'il y a une féminisation de la société. Je pense qu'il y a une infantilisation de la société et que la télévision. C'est la même chose. Oh, Ça va, rigolez. Mais oui, tout est fait pour qu'on ne soit pas adulte. Et quand je vois ces grands adultes sur des trottinettes avec des shorts, là, avec des chaussures de sport, en train d'écouter des trucs avec des écouteurs, qui ont des tatouages partout, comme dans le temps on se faisait des trucs avec les malabars, vous savez, on se faisait des faux tatouages, mais là ce sont des vrais, hélas. Et je me dis effectivement, il y a une infantilisation qui me déplaît. On ne peut plus être adulte, plus personne n'est adulte. Si on revendique un peu de virilité, y compris chez les femmes, hein. Moi je pense que vir en latin, l'étymologie, c'est homme, c'est l'humain. Donc évidemment, il y a de la virilité aussi chez les femmes, pas seulement chez celles qui n'ont pas de moustache ou de barbe. Et immédiatement, tout ça est interdit au nom du féminisme. Mais c'est pas ça. C'est la société du loisir, en fait, qui crée ça. En fait. Oui, c'est ça. Et quand on a des enfants, effectivement, on les amuse. Oui. Et on les cultive pas, mais on les amuse. Donc il faut leur vendre des on objets. Les distrait, qu'on les... Voilà. On les divertit au lieu de les éduquer, en fait. Oui, absolument. Pourquoi y a-t-il de la frustration? De comprendre pourquoi il y a des frustrés. C'est facile à comprendre. Toute la littérature de Houellebecq est extrêmement intéressante sur ce sujet-là. Houellebecq nous dit, regardez ce qui s'est passé avec mai 68, on a libéralisé totalement les comportements, on a cru qu'on allait faire la révolution, puis finalement pas du tout, on a laissé une espèce de liberté générale et généralisée en disant, allez, comme on dit dans mon coin, au plus fort la push. Allez-y. Si vous êtes jeune, beau, riche, sexuellement performant, etc., c'est formidable, le libéralisme. Vous avez des proies, et Houellebecq dit, c'est mort aux faibles. Si vous n'êtes pas jeune, pas beau, si vous n'êtes pas très riche, comment vous allez faire sur le terrain sexuel? Ça va pas marcher pour vous. Vous allez voir à la télévision des exemples de gens performants en tout et qui vont avoir un bonheur absolu, de l'argent, de la puissance, des richesses, les voitures, les honneurs et tout, la puissance. On se dit, moi je suis pas ça. Je fais quoi? Eh bien je deviens frustré. Et la littérature de Michel Houellebecq met en scène les frustrés du libéralisme. Et nous sommes nombreux, je ne veux pas dire qu'il y a des frustrés, des gens qui ne le sont pas, tout le monde est frustré. Parce que nous ne pouvons pas réaliser tous nos désirs et que nous sommes dans une civilisation qui nous fait désirer plus encore. Parce que si vous désirez, vous consommez. Si vous consommez, vous dépensez. Si vous dépensez, vous faites marcher la machine libérale et vous faites fonctionner le capitalisme. Donc on vous fait désirer des choses. Bonjour à tous. L'infantilisation des esprits est liée à l'évolution de notre système économique capitaliste. Comme le disait Alain Cotta à la page 126 de son livre intitulé Sur le règne des oligarchies, paru en janvier 2011, a priori, on ne se pose pas trop la question, les médias c'est pour tous. Pourtant, aucune oligarchie ne pourrait se payer le luxe de médias démocratiques. Et sans aller jusqu'à la dictature, il lui suffit d'en être au moins partiellement propriétaire par ses entreprises membres pour en prendre le contrôle capitaliste ou politique. Le capitalisme a fabriqué une oligarchie régnante qui, en s'accaparant le monopole économique de nos médias télévisuels, radiophoniques et écrits, ont accéléré cette infantilisation des esprits. Le but final de cette infantilisation croissante de tous les adultes consiste en fait à les maintenir dans une enfance prolongée, sans esprit critique et sans raisonnement, ce qui permettra entre autres aux oligarchies d'empêcher toute contestation de leur pouvoir. Précisons tout de même que dans les pays occidentaux, le développement du capitalisme ces 100 dernières années a finalement provoqué une augmentation des inégalités. Celle-ci a conduit à détacher encore plus le groupe des très riches du reste de la société. Au fil des années, ce groupe a fini par acquérir un pouvoir énorme qui lui permet de contrôler désormais les grands choix collectifs. Derrière l'apparence d'une démocratie représentative, le destin de la collectivité est déterminé par un petit groupe de gens qu'on appelle la classe oligarchique. Dans son livre intitulé « L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie » paru aux éditions du Seuil, Hervé Kempf nous traçait un tableau peu gratifiant et glorifiant de notre oligarchie régnante. Il disait entre autres que le régime oligarchique actuel se caractérise par une extension du pouvoir des acteurs économiques, bancaires et financiers, et par un affaiblissement du pouvoir relatif de l'État. L'histoire récente le montre clairement avec les exemples de la Grèce, du Portugal et de l'Irlande.
Ce sont désormais les spéculateurs, les banques et les fonds de pension qui décident des politiques économiques de ces pays. Tout le discours de l'oligarchie consiste en fait à préserver la fiction d'une démocratie. Il est vital pour le maintien d'un système inégalitaire que le peuple continue à croire qu'il est en démocratie, que c'est lui qui décide. Aujourd'hui, une partie de la classe dirigeante est cependant en train d'abandonner l'idéal démocratique. Quand je parle de la classe dirigeante, je parle de la classe politique. Donc cette classe politique est en train d'abandonner cet idéal dit démocratique et aspire plus ou moins ouvertement à un régime totalitaire. Vous avez bien entendu. Il n'y a qu'à voir le nombre de capitalistes aujourd'hui en admiration devant le régime chinois parce qu'il a atteint des taux de croissance économique record grâce à un gouvernement autoritaire. Oui, c'est ça le problème avec les pays, les ex-pays communistes. Lorsqu'ils plongent dans le capitalisme, ça devient un capitalisme dictatorial. Puisque le pilier central du régime, c'est toujours le communisme en réalité. Mais sauf qu'il a adopté une nouvelle voie qui est le capitalisme. Mais la répression n'a pas changé, c'est toujours la même. Donc on se retrouve finalement devant un capitalisme autoritaire. Mais ça, comme vous le savez, nos médias ne vont pas trop le dénoncer. Eux, ils profitent de ce système. Ils applaudissent même la réussite chinoise, quitte exemplaire au capitalisme chinois, alors qu'en réalité, c'est un régime communiste qui s'est converti au capitalisme, tout en gardant son pouvoir ultra répressif. Donc il ne faut pas se faire d'illusions sur le régime chinois. C'est un régime assez autoritaire. Qui s'est converti au capitalisme mais avec une empreinte communiste, une empreinte répressive communiste. L'évolution du capitalisme s'est accompagnée d'une transformation majeure de la culture collective. L'individualisme forme aujourd'hui la base éducative de notre société et de notre façon d'être. Le capitalisme, à travers sa société de consommation, a fini par fragmenter le tissu social de la collectivité en un individualisme exacerbé où chacun lutte pour s'affirmer en essayant de monter l'échelle sociale. En disloquant le groupe pour flatter l'orgueil personnel des individus, le capitalisme finit par détruire toute envie de rébellion. Car nous vivons au milieu d'un groupe social qui est caractérisé par un individualisme qui fragmente la société. Il nous paralyse et finalement nous handicape face à des gens qui, même s'ils sont peu nombreux, jouent collectif et sont très cohérents. Là, bien entendu, je parle des gens qui composent l'oligarchie, vous l'avez bien compris. Pour dépasser tout cela, il faut nous affranchir d'un conditionnement qui est assez fort des médias, et particulièrement de la télévision. Elle est devenue si quotidienne et banale qu'on ne se rend même plus compte à quel point elle modèle et diffuse la culture collective. Le système de valeurs qu'elle projette avec la publicité est individualiste, il ne faut pas l'oublier, axé sur la consommation et n'invite pas à intervenir dans la sphère publique. Donc vous avez bien compris, cette publicité fait en gros, nous conditionne pour nous rendre individualistes. Donc on se détache du groupe et chacun va essayer de vivre sa vie en fonction de ce qu'il va voir à travers la télévision ou les publicités. Et là, vous n'avez aucune chance de créer une rébellion. C'est pour cette raison que dans nos sociétés dites occidentales, ou aux États-Unis, ou au Canada, ou en Australie, les gens se révoltent ne se révoltent même plus. Parce qu'ils sont dans une société de consommation qui leur permet de jouir du matériel, de l'acquisition du matériel qui est autour d'eux. Donc, certes, pour certains, comme c'était dit dans la vidéo, ils sont frustrés parce qu'ils n'ont pas l'argent nécessaire pour acheter tous ces appareils. Mais bon, ils finissent toujours par acheter une minorité de ces appareils. Et on les maintient, on leur fait croire qu'ils sont dans une société dite démocratique, qui veut que leur bien et leur liberté. Alors qu'en réalité, ils n'ont pas compris qu'ils sont devenus l'esclave d'un système capitaliste. Mais bon, bref. Et par l'intermédiaire de ce conditionnement médiatique, on infantilise les esprits pour les rendre inaptes à toute réflexion ou raisonnement concret afin de les fourvoyer dans un système idéologique capitaliste, qui lui va les maintenir dans ce piège de la consommation à outrance. Et nos banquiers, vous me direz, qui contrôlent désormais la politique économique de nos nations, eux, ils n'ont aucune envie de vous voir surtout apprendre à connaître tous les rouages de ce fonctionnement économique. C'est pour cette même raison que le secteur économique qui intègre
Nos banques emploient un langage qui lui est spécifique, hein. La majorité des peuples en ont une méconnaissance totale. Seule l'élite bancaire comprend le langage économique, hein. Un tout petit exemple, que veut dire pour vous amortissement d'un emprunt obligataire et action à dividende prioritaire ADP et bordereau de négociation? Ah oui, ça c'est un peu les termes qu'emploient les banques. Donc là, vous comprenez, pour ceux qui ne comprennent pas, ben, c'est logique, hein. Ils ne veulent pas que vous compreniez de quoi on parle. Surtout, je ne vous parle même pas du langage employé dans le tradisme boursier, hein. Là, c'est encore pire, hein, vous n'allez rien comprendre. Mais ça, c'est fait exprès. C'est que cette oligarchie ne veut surtout pas que vous compreniez, parce que le jour où vous allez comprendre comment tout fonctionne, là, je pense que vous commencerez à vouloir vous révolter. Et eux, ils ne veulent pas que vous vous révoltiez, donc ils vont vous noyer sous un déluge de divertissement, hein, de publicité complètement stupide, hein. Et avec tout ça, on va essayer de vous infantiliser, c'est-à-dire on va tirer la culture vers le bas. Plus vous allez regarder votre télévision, et moins vous en saurez sur le monde actuel, sur le monde qui vous entoure. C'est pas par hasard, si vous regardez la télévision en France, la majorité des émissions que vous voyez, hein, certaines ont disparu, d'autres naissent. Ben, la majorité de ces émissions viennent des États-Unis. Vous savez que les États-Unis, c'est le plus grand pays capitaliste de la planète, hein. Donc, eux, ils ont compris que pour garder le pouvoir, je parle de l'oligarchie américaine, il faut vraiment que les gens, il faut abrutir les gens pour qu'ils ne réfléchissent pas sur la réalité de l'économie, comment fonctionne l'économie surtout. Donc on va les maintenir dans une sorte de pseudo-individualisme qui va les tirer vers le bas, c'est-à-dire qui va tirer la culture, l'instruction de ces gens vers le bas surtout, hein. Et puis la majorité des jeux télévisés que vous voyez à la télé française, hein, qui sont des adaptations d'émissions américaines, flattent, comment dire, la société de consommation, hein. On vous permet de gagner des sommes assez incroyables, hein, ce qui va pousser d'autres personnes, téléspectateurs, à vouloir entrer dans le jeu, et ainsi de suite, hein. On conditionne, on conditionne. Bien entendu, aux États-Unis, vous avez des gens qui se révoltent contre ce système de conditionnement. Mais vous savez qu'aux États-Unis, lorsque vous condamnez le système capitaliste, vous êtes immédiatement vous étiez traité de communiste, donc vous étiez un espion, un étranger qui espionnait aux États-Unis. Donc là, vous étiez vraiment ciblé par le gouvernement américain. Bon, aujourd'hui, comme vous le savez, ça a vraiment dévié parce qu'aujourd'hui, on s'attaque plus au communisme, hein, parce que le communisme est pratiquement inexistant, hein. Maintenant, c'est tout ce qui a trait au radicalisme islamiste. Donc, vous voyez, mais c'est la même chose, hein. On va surmédiatiser l'insécurité créée par les attentats pour vous maintenir dans une peur perpétuelle, ce qui va inciter le gouvernement américain à ordonner de nouvelles lois ultra-sécuritaires qui va protéger encore plus l'oligarchie. Et pendant qu'on vous bassine avec ces attaques terroristes, ces lois ultra-sécuritaires, ces fusillades, même ces fusillades aux États-Unis, pendant qu'on vous bassine avec tout ça, eh ben, le système capitaliste continue de s'enrichir, du moins l'oligarchie surtout. Les banquiers, les industriels américains ne se sont jamais aussi bien conduits qu'aujourd'hui, hein. Pourtant, quand vous allez aux États-Unis, c'est catastrophique, hein. Quand vous voyez l'état de certaines villes, elles sont carrément en quasi-faillite, hein. Mais c'est vrai que si vous regardez le cinéma américain, tout va bien, hein. Mais bon. Bah, l'oligarchie, elle, vous maintiendra dans l'ignorance pour pouvoir continuer à profiter de ce système économique qui, comme vous le savez, désormais sert ses intérêts privés, hein. Et le tout numérique de cette société de consommation à outrance, ça n'arrange guère la situation car elle serait en train de nous fabriquer des adultes qui ressemblent de plus en plus à des enfants à qui on aurait donné une carte de crédit. Bah, le journaliste Edo Riend, un des chefs du service culture du quotidien conservateur allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, disait à ce propos: nous sommes tous en train de devenir des enfants. Le monde des adultes, dont les signes de distraction étaient la raison, la maîtrise de soi, la discrétion et en général la prévenance, sont en train de fondre comme la banquise. Et cette infantilisation, à la différence d'autrefois, n'est aujourd'hui plus seulement palpable de l'intérieur, mais elle est carrément structurelle.
Il ne s'agit plus seulement du fait que parmi les livres les plus lus et les films les plus vus se trouvent de plus en plus de livres et de films destinés aux enfants et aux adolescents, ce qui est déjà préoccupant, hein. Ou bien du fait que des gens âgés vont avec leurs enfants ou leurs petits-enfants à des concerts de pop et s'habillent comme des jeunes. Il s'agit désormais de structures et de modèles de comportement. Le comment, pas le quoi. Selon ce journaliste, les responsables de cette infantilisation de la société, hein, sont les industries de la publicité, hein, et du divertissement parce qu'elles créent des besoins artificiels chez les groupes de personnes de tout âge, hein. Cette infantilisation des esprits est une stratégie marketing qui permet désormais à l'industrie capitaliste, hein, d'écouler ses produits, hein, au plus grand nombre. Des adultes qu'on infantilise dépenseront autant que des jeunes adolescents, hein. Il faut juste apprendre à induire dans leur esprit le fait que tel objet est aussi fait pour eux. Cette politique de surconsommation sera l'un des facteurs de nos crises économiques à répétition, hein. Les dérives financières de ce capitalisme en général et de celui des États-Unis en particulier sont depuis des années dénoncées dans beaucoup de livres, hein, et de films ou de vidéos YouTube, hein. Vous regardez sur la toile, beaucoup de youtubeurs commencent à critiquer ce système capitaliste américain. Par exemple, la crise des subprimes, qui en est un très bon exemple, avait jeté à la rue des millions de ménages américains qui avaient été dupés par les compagnies de crédit, hein, de mèche avec des promoteurs immobiliers vautours. Bien que cette crise avait fragilisé l'économie américaine et par ricochet celle des autres nations, hein, un n'en demeure pas moins la résultante d'un capitalisme dit déviant qui avait progressivement fabriqué l'activité de nos sociétés, qui repose, comme vous le savez, essentiellement sur un système économique de surconsommation outrancière. Le politologue américain Benjamin Barber, dont vous voyez un des livres là, Comment le capitalisme nous infantilise, qui était paru aux éditions Fayard, hein. Ce politologue américain Benjamin Barber, hein, il était né le 2 août 1939 à New York, hein, et mort le 24 avril 2017 à Manhattan, hein. Benjamin Barber était un politologue et écrivain américain, hein. C'était un professeur de sciences politiques qui exerçait ses fonctions à l'université du Maryland. Dans son livre intitulé Comment le capitalisme nous infantilise, paru en 2007, il montre que la société de consommation a besoin d'infantiliser les esprits pour espérer vendre ses produits au plus grand nombre. Grâce aux multiples techniques développées par le marketing publicitaire, la société de consommation a fini par briser le tabou des générations, puisqu'à travers les spots publicitaires, on favorise désormais le loisir par rapport à la discipline. Et on valorise le narcissisme juvénile. Je vais vous divulguer les quelques points clés que vous pourrez retrouver dans le livre écrit par Benjamin Barber intitulé Comment le capitalisme nous infantilise, paru en 2007. Ce que je vais vous lire là, vous le retrouvez dans le livre, hein. Je vous cite que quelques petits passages, hein, les plus importants. L'Amérique n'est sans doute plus l'économie la plus puissante au monde, mais elle demeure de loin l'économie qui consomme le plus. Et cette société de consommation est à la base de pas mal de vices du système économique actuel, tant américain que mondial. La société de consommation dans laquelle nous vivons n'est pas vraiment synonyme de capitalisme, hein, mais une expression des anomalies postmodernes de celui-ci, en contradiction avec son esprit qui à l'origine n'était que productive. Le capitalisme, qui était résultant de la révolution industrielle, est en fait né avec cette idée maîtresse que produire des biens et des services pour couvrir les besoins humains réels était le chemin idéal pour créer de la richesse, servir la communauté et ses besoins, et garantir un retour sur investissement à ceux qui avaient pris le risque d'engager leur capital. Mais ce capitalisme comme système de production avait tellement bien fonctionné qu'au début du XXe siècle, hein, dans la partie développée du monde, suffisamment de richesses avait été amassée, hein, et suffisamment de biens essentiels, logements, vêtements, transports et marchandises, avaient été produits pour satisfaire les besoins essentiels. Le capitalisme s'est trouvé dans l'obligation de se battre pour vendre tous les biens et services qu'il continuait à produire. Et il lui a fallu être capable de vendre pour rester viable. Trop de biens pour trop peu de besoins. Alors quand le capitalisme était passé de sa phase productiviste à sa phase consumériste, hein, c'est-à-dire société de consommation, il est devenu clair que l'impératif n'était plus de fabriquer des biens pour satisfaire les besoins, mais de fabriquer des besoins pour vendre des biens. Vous avez compris, hein. Fabriquer des besoins pour vendre des biens. La publicité, le marketing et la manipulation par les médias deviendront les nouveaux instruments d'un capitalisme consumériste, hein, traitant les consommateurs comme des instruments de la survie du capitalisme. Ce n'est pas tant les consommateurs qui avaient besoin d'acheter les marchandises que le capitalisme qui avait besoin d'eux pour acheter les marchandises.
L'art de la persuasion est devenu l'instrument clé du capitalisme. Les États-Unis ont ouvert la voie en inventant cette culture de la consommation, en mettant l'accent sur le marketing en direction des vieux et des jeunes, y compris les enfants au nom de son propre maintien. En France, les Français passeraient en moyenne 3-4 heures chaque jour devant les écrans de toutes sortes. Ordinateur, télévision, smartphone, tablette numérique, etc. etc. Cette dépendance est donc devenue un phénomène de société qui pose bien des problèmes d'ordre psychologique, à savoir si ce temps de cerveau disponible change notre vie. Car il serait malhonnête d'affirmer, comme certains, que la violence, le sexe ou même les informations et le savoir que nous recevons par le biais des différents écrans que la technologie moderne nous offre n'ont aucune influence sur la pensée des adultes et a fortiori sur celle des enfants jugés plus influençables ou ayant moins d'expérience. Prenons l'exemple de ces jeux vidéo qui font le bonheur de ces millions d'enfants à travers le monde. Une étude récente réalisée par des chercheurs de l'université de Grenoble, Laurent Beg, en collaboration avec d'autres universités, Hohenheim en Allemagne, État de l'Ohio aux États-Unis aussi. Cette étude montrerait que plus les étudiants joueraient à des jeux vidéo violents et plus leurs pensées hostiles et leur conduite agressive augmenterait. D'autres recherches indépendantes, déjà anciennes, soulignaient que la violence à la télévision pouvait rendre les enfants moins sensibles à la souffrance des autres, plus craintifs ou plus agressifs, moins performants à l'école, et que cela pouvait nuire à leur santé mentale. Donc quand vous savez ça, vous imaginez ce qui se passe quand vos enfants regardent tous ces films américains. Et toutes ces publicités, parce que les jeux vidéo, c'est encore plus agressif, surtout depuis quelques années. Ce sont des jeux vidéo où vous avez des scènes de guerre. Les enfants, carrément, prennent la place d'un militaire et s'en va faire la guerre. C'est pour vous dire. L'enfant, déjà à 4, 5, 6 ans, s'identifie à un militaire qui tient une arme. C'est pour vous dire. Et en grandissant, certains de ces jeunes voudront s'engager dans l'armée, bien entendu, parce que je ne vous parle pas de tout le subliminal que vous trouvez dans certains jeux vidéo. C'est du subliminal. On sublimine le subconscient de vos enfants pour qu'ils intègrent les services sécuritaires en grandissant. Oui, c'est logique. Et pourtant, nous savons que le monde en développement a de réels besoins. Mais le capitalisme, quand je parle du monde, je parle du tiers-monde. Mais ce capitalisme consumériste préfère répondre aux faux besoins des consommateurs qui ont l'argent pour acheter des biens qu'ils ne désirent pas nécessairement, plutôt que de chercher des voies pour vendre à ceux qui ont de réels besoins, mais pas l'argent pour payer. Ceux qui ont de réels besoins, ce sont les gens du tiers-monde. Mais comme vous le savez, ils ne sont pas riches, donc on ne veut pas leur vendre. Cela a poussé les capitalistes à chercher dans le monde développé de nouveaux consommateurs qui puissent entretenir le flux de la consommation. Les adolescents, les préadolescents, les enfants, même les bébés qui font leurs premiers pas, et les nourrissons, la télévision et le web, c'est désormais les enfants âgés d'1 an ou 2. Les publicitaires considèrent les parents comme d'indésirables gardes-barrières qui les empêchent de vendre aux enfants. Et des séminaires de marketing ont même pour objet de s'attaquer au défi de contourner ces gardes-barrières que sont les parents et de faire des enfants de 2 ans de fidèles clients de leur marque. Les centres commerciaux installent les magasins pour adolescents et enfants aussi loin que possible de ceux pour adultes, dans l'espoir de les détacher de leurs gardiens pour en fin de compte vider le portefeuille des uns et des autres. Aux États-Unis, vous avez aussi les dessins animés. Par exemple, pour attirer le regard des jeunes enfants, on leur diffuse des dessins animés qui sont entrecoupés de publicités où les grandes marques viennent vendre leurs différents produits. L'enfant, en regardant le dessin animé, est tellement subliminé que, logiquement, en regardant la publicité, il va tout de suite, immédiatement demander à ses parents de lui acheter ce qu'il a vu dans la publicité. Donc vous voyez, on vous pousse à consommer contre votre gré, je dirais. Ainsi, même dans le monde développé, les consommateurs sont poussés bien au-delà de leurs moyens. Dans les années 80 et 90, les montants de l'épargne avaient diminué aux États-Unis de 5% du revenu environ à moins de 0% pendant que l'achat à crédit devenait la norme. C'est-à-dire les gens n'épargnent pratiquement plus depuis des années parce qu'on les pousse à acheter. Surtout, on leur propose des crédits qui défient toute concurrence avec des taux d'intérêt très bas. Donc ils se lancent dans l'achat de tout et n'importe quoi, les gens maintenant. Je parle des États-Unis surtout. Quand les États-Unis étaient devenus un pays endetté, achetant la Chine et l'Inde, les Américains s'étaient déjà plaints de ce que ces pays achetaient la dette américaine. Comme les consommateurs trouvaient satisfaction
de tous leurs besoins, ben, les producteurs se sont ingéniés à les titiller en présentant des objets qui répondant pourtant à aucun besoin manifeste, éveilleraient un désir violent justifiant leur fabrication. Par exemple, en changeant les supports pour la musique et le cinéma, en passant des disques aux cassettes et aux CD, ou du film VHS au DVD et au Blu-ray, hein, on a en effet convaincu les consommateurs d'acheter la même musique ou les mêmes films, encore et encore, mais dans de nouveaux formats utilisables, seulement sur de nouveaux appareils. C'est-à-dire la qualité d'image du VHS est devenue plus performante avec les DVD hein, et le Blu-ray. Hein. Donc on vous vend les mêmes films mais avec une meilleure qualité de l'image. C'est la même chose pour les téléviseurs. Hein. Les téléviseurs aujourd'hui, vous aviez le tube cathodique, après le LED, l'OLED. Donc à chaque fois, on développe la technique et la définition de l'image. Bah, des milliards ont été ainsi consacrés à des gadgets qui ont transformé des activités gratuites comme le jogging en de nouveaux marchés de consommation. Chaussures de course, écouteurs, vêtements de sport. Il y a des équipements électroniques qui ont toujours besoin de nouveaux programmes. Juste avant qu'Apple, par exemple, avait lancé l'iPhone en 2007, hein, les sites internet ont été inondés de messages montrant combien les consommateurs avaient besoin de ce nouveau produit. Hein. Je ne vous dis pas qui a lancé tous ces messages. Hein. Oui, ce sont les gens de la firme iPhone qui avaient lancé tous ces messages sur la toile internet. Hein. Quel que soit cet objet, il m'en faut un, disait un consommateur. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qu'il fait? Apple eut la satisfaction d'être assuré de futurs clients qui, avant même d'avoir vu le nouveau produit, l'appelaient déjà la machine Dieu. Vous vous rendez compte, hein? Surtout que le business des iPhones, vous savez ce qu'il est devenu maintenant. Hein. Tous les adolescents ont leur petit iPhone maintenant. Hein. Ils sont branchés, j'allais dire jour et nuit dessus, hein, pour voir leur messagerie ou leur petite vidéo sur la toile. Vous avez des automates qui marchent devant vous, hein, qui ne vous regardent même plus. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, notre société de consommation est en train d'individualiser les gens. Le smartphone, c'est un exemple. Hein. Les gens, quand ils sentent leur iPhone ou leur smartphone, ils vous calculent pratiquement plus, ils sont dans leur petit monde. Dans des pays qui ont eu une eau du robinet parfaitement potable, par exemple, comme les États-Unis, plus de 20 milliards de dollars seraient dépensés chaque année pour de l'eau en bouteille. Hein. Souvent la même eau provenant de réservoirs et de puits locaux. Hein. Mais bon, mise en bouteille et vendue 2 dollars. Hein. Et pendant ce temps, vous avez à peu près le tiers de l'humanité, c'est-à-dire 3 milliards de personnes dans le tiers-monde, hein, qui manquent d'eau potable, hein, ou même suffisamment propre pour au moins laver leurs vêtements. Bah, c'est ça un peu le dilemme capitaliste moderne. Hein. Il est défini par cette asymétrie entre les besoins réels du tiers-monde, hein, non pris en charge par le capitalisme de consommation, hein, car ces personnes manquent de ressources, et les faux besoins du premier monde, hein, assouvis parce que les clients ont les moyens, sinon le désir de se procurer de tels biens. Et oui, c'est ça l'aberration. Hein. Vous avez les 3 quarts du monde ne peuvent pas bénéficier de certaines choses hein, parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers. Hein. Alors qu'en Europe, aux États-Unis, au Canada, on vous vend tout et n'importe quoi. Hein. Vous êtes tellement conditionné par le réseau médiatique qu'on vous pousse à acheter des choses. D'ailleurs, vous-même, hein, ceux qui écoutent ma vidéo, vous regardez chez vous, vous avez acheté des objets hein, que vous posez, vous les avez achetés juste par simple désir. Hein. Ensuite, vous les posez dans un coin et puis vous les utilisez plus. C'était le désir hein, d'acheter hein, qui vous a poussé à les avoir. Ensuite, vous les déposez chez vous. C'est un peu comme les gens qui achètent beaucoup de chaussures ou beaucoup de vestes ou beaucoup de costumes. Les gens, ils ont déjà 10-15 paires, mais ils continuent à en acheter. Hein. C'est ça la société de consommation. On vous pousse à acheter des choses dont vous n'avez même pas besoin. Alors qu'au tiers-monde, ils marchent encore pieds nus. Certaines personnes, quand on marche pieds nus, c'est pour vous dire. Alors qu'en Europe, vous avez certaines personnes qui ont 10-15 chaussures. Et en plus, ils s'en servent pas tous les jours, hein, c'est pour vous dire. Hein. Certaines de ces chaussures sont toujours toutes neuves et restent dans des placards pendant des années. C'est ça le fléau de la société de consommation. On vous pousse à acheter des choses dont vous n'avez même pas besoin. Bah là, il est donc prévisible pour ceux qui avaient saisi le caractère irrationnel des dépenses hyper-consommatrices hein, pour des biens ni nécessaires ni abordables. Bah, qu'en 2008, hein, l'économie américaine et ensuite l'économie du monde s'effondrent. Mettant les banques en défaut de paiement et entraînant une récession dans le monde entier.
frappant particulièrement des économies débitrices en Irlande, en Grèce et en Islande, mais aussi aux États-Unis. À l'arrière-plan de l'effondrement financier de ce que l'économiste Paul Krugman avait appelé la douce négligence du gouvernement, il y avait 2 décennies d'idéologie néolibérale, tandis que le consumérisme, je parle encore de la société de consommation, pour ceux qui ne comprennent pas le terme, le mot, tandis que le consumérisme progressait, la présence du gouvernement a de plus en plus été considérée comme un contrôle indésirable par ceux qui souhaitaient vendre. Vendre et vendre toujours plus. Avec sa compréhension limitative du rôle du gouvernement et sa conception libertarienne du libre marché, le néolibéralisme, inauguré dans l'ère Reagan-Thatcher des années 80, était l'idéologie parfaite pour un âge de consumérisme, puisqu'il diminuait le contrôle et la régulation du gouvernement en même temps qu'il célébrait la capacité supposée du marché libre de préserver la liberté et d'assurer la prospérité. Voilà, vous avez compris que notre oligarchie a tout fait pour qu'elle n'ait plus de contraintes venant de l'État. Donc ils ont, comme ils étaient très très puissants, ils se sont enrichis depuis des dizaines et des dizaines d'années. Avec cet argent, ils ont pu s'acheter la complaisance de nos hommes politiques. Et à partir de cet instant, ils ont commencé à se servir de nos hommes politiques pour sortir des lois qui allaient dans leur sens. C'est pour ça que depuis la Deuxième Guerre mondiale, je dirais, toutes les lois économiques qui ont été votées en Europe et aux États-Unis allaient dans le sens souhaité par les ultra-libéraux de l'économie, vous aviez bien compris. Aujourd'hui, ces mêmes ultra-libéraux de l'économie se servent de Bruxelles pour imposer de nouvelles normes économiques à nos nations. La dérégulation progressive de l'industrie bancaire et des marchés secondaires et tertiaires du crédit, sous des présidents tant démocrates que républicains, contribua à la constitution de la bulle consumériste et avec l'éclatement de celle-ci et l'effondrement final du système financier. Oui, parce que les subprimes, elle a éclaté à cause d'une bulle spéculative. En 2001, quelques mois avant la veille, quelques mois avant le 11 septembre 2001, c'est pareil, au mois d'avril 2001, les États-Unis étaient plongés dans une récession économique et cette bulle spéculative était sur le point d'éclater. Je ne sais pas si le World Trade Center avait sauvé la face des États-Unis, mais il faut comprendre que ça a quand même détourné l'attention de tout le monde de ce qui se passait réellement, économiquement parlant, aux États-Unis. Cette bulle spéculative, ne vous fiez pas aux apparences, tôt ou tard, elle va éclater. Et là, ça va être encore pire. Parce que là, vous ne voyez rien, parce que quand vous allumez votre téléviseur, vous êtes carrément plongé dans le divertissement. Mais vos spéculateurs, ils vont bronquer, continuent de plus belle. Le détournement des richesses et surtout la spéculation boursière. Parce que là, on ne vous en parle pas, mais ces gens jonglent et jouent avec l'économie. C'est pour cette même raison que vous avez des traders, à cause du travail de certains traders, vous avez des famines qui se sont installées dans certains pays. Parce que ces gens achètent des marchandises et les revendent. On achète du blé qu'on vend plus cher, donc ça coûte plus cher à acheter. En achetant du blé plus cher, les produits de première nécessité qui sont fabriqués à partir du blé augmentent aussi. Et comme ces populations du tiers-monde n'ont pas les moyens, ça déclenche des émeutes. Tout ça à cause de la déviance de notre système économique capitaliste. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo. Bon, c'est vrai que certains passages que je viens de vous citer font un peu lecture, mais bon, c'est que quelques passages du livre. Parce que la vidéo, la thématique en général, j'ai fait beaucoup de textes. Ça, c'est juste un petit paragraphe que j'ai fait pour vous expliquer ce qu'est vraiment le capitalisme et cette infantilisation des esprits. Puisque l'infantilisation des esprits est, comment dire, une stratégie voulue par notre système, notre oligarchie, dont le but consiste à vous éloigner le plus des connaissances et de la culture. Parce que moins vous devenez instruit et moins vous les menacez. Vous avez plus ou moins compris. Par exemple, les attentats de Daesh sont un autre exemple.
On surmédiatise ces attentats pour discréditer, comme vous le savez, la religion islamique, tout en sachant que la majorité des djihadistes délinquants étaient, du moins des djihadistes radicalisés, étaient des délinquants multirécidivistes qui allaient à l'encontre de l'enseignement religieux du Coran en plus, c'est pour vous dire. Donc quand on écoute nos médias, c'est carrément l'islam qui a envoyé ces gens, alors que ces gens, eux, vivaient en dehors de l'islam. Donc quand les gens vivent en dehors de l'islam, c'est beaucoup plus facile pour le diable de les guider pour déclencher des attentats, ensuite pour les discréditer. Pas pour discréditer la religion islamique. Parce qu'en Europe, on n'a pas de djihadistes chrétiens, parce que vous savez que le christianisme n'existe pratiquement plus en Europe. Vous avez des églises, mais bon, même les églises, on les détruit, c'est pour vous dire. Et j'ai vu des mouvements d'extrême droite qui se plaignaient parce que certaines églises étaient étaient transformées en mosquées, alors que vous avez d'autres églises qui sont transformées en boîte de nuit. Là, ils s'en plaignent pas, les mouvements d'extrême droite. Ils font une fixation sur la communauté musulmane, c'est incroyable. Et puis de toute façon, ces mouvements d'extrême droite, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, ce n'est rien d'autre que des droites nationales. Ils sont là pour préserver le système économique, garantir la mainmise de l'oligarchie, puisque à travers la surmédiatisation du Front National, c'est bien l'oligarchie, le Front National est instrumentalisé par cette oligarchie pour fabriquer le bouc émissaire contre lequel on va orienter le mécontentement populaire. Et de cette manière, vous n'allez pas vous plaindre à cette oligarchie, à son système économique qui, lui, est le vrai responsable de vos problèmes sociaux, il ne faut pas l'oublier. L'immigré, lui, il est un peu comme vous, où il travaille, où il est au chômage, donc lui ici, il va subir les mêmes problèmes que vous. Donc voilà, s'il se retrouve au chômage, il faudra qu'il aille aux ascidiques, et son pouvoir d'achat va se réduire, il sera exactement comme vous. Et ce n'est pas en expulsant 4 millions d'immigrés que vous allez résoudre le problème, puisque vous allez expulser ces 4 millions d'immigrés, mais comme c'est l'oligarchie, comme c'est le système économique qui est responsable de votre situation sociale, ça n'arrangera pas grand-chose. Puisque en expulsant ces millions d'immigrés, vous allez déjà perdre de la valeur économique, puisque ces millions d'immigrés consomment quand même en France. Donc ça se chiffre en milliards et en milliards. Ça on n'en parle pas. Le Front National préfère parler de la CAF ou des petits voleurs de la sécurité sociale. Mais bon, ça me fait rire. Quand on voit les dépenses faites par nos grands industriels, surtout l'argent qu'ils dépensent en allant construire des entreprises dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère, quand vous voyez les montants dépensés, vous vous posez des questions. Vous prenez ces montants dépensés, et je ne vous parle pas de l'argent qui est dans les paradis fiscaux. Là, c'est encore pire. Là, vous comprenez que le Front National sert l'intérêt du patronat, puisque en vous parlant de l'immigré et en focalisant les problèmes sur l'immigré, on occulte tout ce qu'il y a autour, tous ces problèmes sociaux, les paradis fiscaux, les délocalisations, la privatisation de la société. Et vous trouvez ça dans tous les pays européens. Les médias nous font croire que oui, à cause des migrants, non, ce sont les médias qui exploitent l'immigration pour faire monter le populisme. Et comme ces médias sont dirigés par nos oligarchies, contrôlés par nos oligarchies, vous comprenez qui se cache derrière tout ça. Donc on vous pousse du moins on vous fabrique un bouc émissaire pour que eux puissent être tranquilles et que cette injustice sociale continue. Sans les inquiéter, puisque eux, ils vous ont mis devant le vrai responsable. Ils disent qui est l'immigré. L'immigré, c'est pas le responsable de la crise économique, l'immigré, c'est un bouc émissaire. Le vrai responsable de la crise économique, c'est l'oligarchie et le système économique qui nous a été imposé par ces libéralistes, ces ultralibéraux de l'économie mondiale. Pour ça, aujourd'hui, on nous parle de la mondialisation. Je comprends les gens. À travers la mondialisation, ce sont toutes ces oligarchies qui veulent fusionner et pouvoir grignoter d'autres marchés dans les pays tiers-mondistes. Pour ça qu'on essaie de casser certains gouvernements pour qu'ils ne puissent plus s'opposer au libre-échange des marchandises. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. N'oubliez pas qu'on vous infantilise pour permettre à l'oligarchie de sauvegarder ses intérêts.
Donc, en vous abrutissant complètement, vous ne les menacez pratiquement plus et vous n'avez même plus envie de vous révolter. À la prochaine pour une autre vidéo.